messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à l'émission Revenir de loin. Nous avons vécu, nous vivrons tous des épreuves dont certaines semblaient infranchissables, d'autres sembleront insurmontables aussi. Mais malgré tout, qu'on soit enfant ou adulte, on trouve toujours des motivations, des raisons qui font qu'on se surpasse à travers ces épreuves. Alors, cette émission est consacrée à des gens qui ont réussi, qui ont témoigné, en fait, positivement de leurs épreuves. Et comme premier invité, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dan l'initié, un Huron-Wendat, qui a beaucoup de choses à nous raconter. Bonjour, Dan. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous. Tiawang pour l'invitation. Tiawang, ça veut dire merci en Wendat. Oui. Dan, tu es un Huron-Wendat, en fait. Tu as vécu une enfance qu'on pourrait qualifier de... En fait, quand on parlait la dernière fois, tu penses que tu t'es fait voler ton enfance? C'est ce que... Ben oui, c'est comme ça que je vois les choses, effectivement. Puis quand on prend du recul de tout ça, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais non, je me vois pas comme une victime, je me vois comme un guerrier. Comme un guerrier Wendat qui est passé au travers de tout ça puis qui s'est relevé parce que c'est bien beau de mettre un genou en terre, mais on met jamais le deuxième. C'est comme ça que ça fonctionne, si tu veux sortir grandi dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en réalité, les maladies mentales à l'époque n'étaient pas nécessairement diagnostiquées. Moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 6, 7, 8 ans que je savais déjà que ma mère elle avait un problème. De bipolarité ou de personnalité limite ou d'être borderline, appelez ça comme vous voulez, mais en réalité, ma mère a commencé par péter des coches après la naissance de mon frère, le petit dernier. Je pense qu'il y a eu un postpartum, puis ma mère s'est dégradée avec les années, avec la drogue aussi, comme les médicaments, prescrits par des médecins en toute légalité, mais qui ont détruit sa tête finalement. Puis ben, ma mère nous battait. Ouais, effectivement, que ce soit à coup de bâton ou elle craquait mon père pour en venir à ses fins de violence, puis de soif, de colère, puis d'agressivité qu'elle avait en elle. Puis, non, effectivement, ça n'a pas été facile à vivre. Du point que je me souvienne, il y a eu plusieurs traumatismes que j'ai vécus qui sont très difficiles à raconter. Puis on n'a pas assez de temps, malheureusement, dans l'épisode pour le raconter. Quel âge avais-tu? J'avais le plus grand traumatisme que je me souviens dans ma vie, j'avais 10 ans, puis ma mère craquait mon père pour une boîte de biscuits Oreo. Je me souviens, ma mère, elle avait un garde-manger dans le sous-sol, dans une pièce fermée, puis des fois, j'allais à 14, tu sais, quand t'as 11, 10, 11, 12, tu vas te chercher une petite boîte, tu caches ça dans ta chambre. Mais je savais pas que ma mère a calculé ça, puis là, ben, elle nous confrontait, moi puis ma soeur, tu sais, puis... À ce moment-là, j'avais décidé de mentir parce que je ne vous cacherai pas que j'ai protégé beaucoup mon frère puis ma petite soeur. Mon petit frère puis ma petite soeur là-dedans. Ils sont plus jeunes que toi? Oui, ils sont plus jeunes. Ma soeur a 14 mois, mon frère a 6 ans. Puis oui, souvent, j'ai acquiescé des gestes ou des actes qui avaient été commis mais qui n'étaient pas de moi, puis pour les protéger parce que je savais ce qui arriverait. Puis là, cette fois-là, je me suis dit, ma soeur, elle m'en faisait vivre toutes les couleurs. Elle était incroyablement menteuse quand elle était jeune, puis elle faisait souvent passer des choses sur mon dos, puis... C'était rendu normal que je le prenne, finalement. Fait que là, je m'étais dit, cette fois-là, c'est elle qui va payer. Puis, ben, je me souviens que ma mère avait fait descendre mon petit frère qui avait... Il avait à peu près 5-6 ans à l'époque. Puis, ils se sont servis de mon frère comme moyen de pression en lui donnant des coups de strap, finalement, jusqu'à temps que la peau épaississe. Puis, ouais, ça, c'est des traumatismes qui restent parce qu'on se rend compte que le mensonge dans la vie, ça peut être grave, finalement. Et ça a duré longtemps? Oui, ça a duré longtemps. Des épisodes ici et là, que ça soit une fois par mois ou par 2 semaines. Ou, quand ma mère pète une coche, elle pète une coche. Là, des claques en arrière de la tête sans les voir venir, j'en ai vu. Ma mère m'a déjà couru avec un couteau autour d'une table. Tu sais, les gros couteaux qu'on coupe là, sur une planche à découper, là, des légumes. Un peu comme dans le film Jason, finalement. Là. Ben, c'est ça. Puis le combat autour de la table, une chance qu'il y avait 6 chaises. On était quand même 5 chez nous. Donc... Ouais, j'ai réussi sans m'en sortir à chaque fois, mais on savait ce qui se passait chez nous. Puis, est-ce que tu en parlais à l'époque? Non, j'en parlais pas. Je le gardais pour moi parce que j'étais fier. Moi, je jouais au hockey. Toute la famille venait me voir. Danny va jouer dans la Ligue nationale plus tard. C'est lui qui va faire vivre la famille. J'ai eu beaucoup de pression déjà jeune à performer au hockey. J'adorais le sport, mais
de moins en moins, j'avais envie de m'entraîner, de moins en moins, j'avais envie de m'impliquer. Je m'assisais sur mon talent parce que c'était trop de pression, finalement. Puis les punitions en arrivant à la maison, quand j'avais mal joué ou pris une mauvaise punition, exemple, ou au hockey, puis me faire traiter de noms comme, tu sais, sans génie, cave, colon, innocent, trou de cul. Sans génie, je l'ai dit. Ouais, mais il faut que je leur dise. Je pense que ma mère, c'était son patois. Mais c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de pression. Puis quand on revenait des matchs, souvent, ben, je me faisais humilier un peu dans l'auto devant ma petite soeur et mon petit frère, qui étaient fiers de venir voir leur grand frère jouer au hockey. Donc ça n'a pas été facile de ce côté-là. C'est quelques brides de mon vécu, mais si on creuse plus, on voit l'iceberg qui se cache en dessous. Puis un jour, peut-être j'écrirai un livre là-dessus, peut-être bien, parce que c'est sûr que pour en venir où je suis dans mon cheminement, j'ai eu de l'aide. Heureusement, j'ai été placé dans les centres jeunesse. OK. À l'adolescence? Oui, à l'adolescence. En fait, j'ai commencé par les familles d'accueil, où ça s'est pas bien terminé. Pourquoi les familles d'accueil? Parce qu'il y a eu des plaintes à ce moment-là? Ben ouais, parce que moi, à l'âge de 14 ans, j'ai fait rentrer les travailleurs sociaux chez moi. Parce que là, t'en avais trop. J'étais à l'aube de commettre un acte irréparable, puis que j'aurais pu être emprisonné longtemps pour ça. Mais oui, j'ai fait l'appel à l'aide, puis ils sont venus, mais ça a pris... le troisième travailleur social fut le bon, qui a vu la dynamique, puis qui a vu que les deux autres s'étaient fait, on va dire, fait avoir, mais en bon québécois, on dit enfiroiper. Enfiroiper par... c'est ça, par ma mère, puis ils voyaient pas ce qui se passait nécessairement, puis moi, je vivais avec ça, tu sais, puis j'avais une colère énorme, puis elle s'exprimait souvent sur la glace au hockey, ou par des gestes... Est-ce que tu te battais? Ben oui. Pas à l'école, pas en vrai, mais au hockey, c'est là que ça sortait, tu sais. À l'école, j'ai toujours été un bon petit garçon, jamais cherché la bataille, je me tenais avec des chums de filles, parce que je trouvais mes chums de hockey trop futile, trop puéril, effectivement, c'est ça. Puis je me tenais plus avec des chums de filles, mais ouais, le hockey m'a permis d'extérioriser tout ça finalement. Puis à travers tout ça, j'ai eu le travailleur social, le troisième qui est rentré, qui est dans notre vie, qui a tout changé. Puis c'est là qu'on a pris la décision de séparer. C'est ça, c'était une période difficile pour moi dans ma vie. Là, tu séparais ton frère et ta soeur. Mon petit frère qui avait 6-7 ans, le petit blond, tout beau, les petites joues rouges. Que tu te souviens de ça. Puis quand tu sors des centres jeunesse à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, ton petit frère il est rendu à 12-13, il a un petit pinch. Ça m'a frappé, tu sais. Parce que vous vous êtes pas vus? Ben, pas beaucoup, non. Très peu, en fait. J'ai pas vraiment vu mon frère évoluer de l'âge... Puis, tu sais, c'était mon petit frère, je l'aimais beaucoup. Ma soeur aussi, je l'aime beaucoup. Puis, mais mon petit frère, ça m'a fait plus de quoi? Parce que j'ai senti qu'il fallait que je le protège très jeune. Parce que j'avais conscience de ce qui se passait chez nous. Même si on me prenait un peu à quelque part pour un fou, qu'on me disait « on t'entendra jamais, de toute façon. Tu fais telle ou telle chose, le monde ne te croira pas. » Puis finalement, c'est ça, le travailleur social s'est rendu compte de ce qui se passait. Heureusement, il nous a sortis de là. C'est là que j'ai commencé les familles d'accueil. Puis il y a eu trois familles d'accueil où ça a été... tu as vécu donc dans 3 familles d'accueil différentes? Oui, 2 dont ça a été l'enfer. L'adaptation n'était pas C'est même possible. pas l'adaptation de ma part, c'est la façon que les gens avaient premièrement, de m'accueillir, deuxièmement, de me parler. Troisièmement, je sentais que j'étais un salaire de plus dans une maison. Puis déjà, à 13-14 ans, je la voyais, la game. Puis j'ai pas été maltraité, mais mettons que j'ai été laissé pour compte, puis qu'il a fallu que je crie encore à mon travailleur social pour me sortir. Heureusement, je suis tombé dans une bonne famille, mais à ce moment-là, il était rendu un peu trop tard. Je suis tombé dans la drogue. Okay. Ça là, t'avais quoi, 16? À peu près, j'avais 15-16 ans. Puis je découvrais la musique aussi à ce moment-là. Puis c'était in de fumer à l'époque, puis de prendre la drogue. Puis ça me faisait m'évader. Moi, mon secondaire 3 à 5, je l'ai pratiqué. Non, pas 3 à 5. Mettons 2 à 4, je l'ai consommé. J'ai pas de souvenirs, mais je passais mes examens. J'étais bon à l'école, j'ai été chanceux. Ça paraissait pas, mais ouais. Fait que il a fallu que je patine. Et puis là, la famille dans laquelle j'étais, finalement, ont décidé que, pour eux, c'était un échec. Ils voyaient comme un échec le fait que j'arrête pas de consommer ou que je me cache ou ça les touchait. Puis à ce moment-là, j'ai été placé dans un foyer de groupe chez Jean Lafrance. Jean Lafrance, c'est un prêtre connu, je pense, à Québec, qui fait en sorte d'aider les jeunes dans le besoin, finalement. Puis c'est une maison de groupe.
où on habite plusieurs jeunes ensemble, puis où il doit y avoir une coordination, puis il y a des travailleurs sociaux, puis des éducateurs spécialisés sur le plancher qui nous aident. À l'époque, c'était en Basse-Ville, dans le quartier Saint-Malo, justement. Puis, ben c'est ça, j'ai resté là pendant quoi, 1 mois ou 2, puis il est arrivé des situations qui étaient hors de mon contrôle, puis la responsabilité ne m'appartenait pas, puis on a décidé que j'étais mieux de finir dans les centres jeunesse. Okay. Et puis c'est là que j'ai pris la décision le 1er janvier 2000 de partir en fugue à l'âge de 16 ans à Montréal. OK, t'es parti en fugue. Ouais, je suis parti en fugue pendant une grosse semaine. Le but, c'était de... c'est dur à dire, mais à l'époque, je voyais plus de porte de sortie. Puis c'était de vendre de la drogue sur les corners qu'on appelait. Les corners, c'est les coins de rue comme Berry-UQAM, Saint-Michel, Saint-Denis. Puis vendre de la cocaïne pour les Hells Angels, finalement, ou pour les gangs de rue, qui commençaient pas mal à l'époque à prendre la place. Puis, bon, on faisait des gros salaires, là. C'était des 1000$ par jour. Je fais même pas ça, tu sais, dans une semaine aujourd'hui. On dormait à l'hôtel, on nous posait pas de questions. Petit jeune de 16 ans, pas de carte d'identité qui paye cash, l'hôtel des gouverneurs. Écoute, c'était la grosse vie. Puis on était sur le bord de partir au Mexique dans un jour ou 2, puis je me suis fait interpeller au coin Berry-UQAM, justement. Puis la police m'a ramené dans les centres jeunesse. C'est là que j'ai fait un gros 2 ans dans les centres jeunesse. Puis c'est là que ça a changé ma vie. J'ai appris la résilience. J'ai appris c'était quoi l'accueil, j'ai appris c'était quoi le partage. Et là, tu avais 16, entre 16 et 18? Ouais, j'avais, mettons, 15 3/4, début 16. Okay. J'ai fait 1 an et demi là-bas en protection de la famille, finalement. Tu sais, j'étais pas un criminel, j'avais pas de dossier criminel en tant que tel. Les charges n'ont pas été retenues contre moi parce que je pense qu'ils ont voulu m'aider. Puis en réalité, ben, tu sais, quand tu rentres, je vais m'en souvenir toute ma vie, tu sais, j'avais jamais connu ça. Je commençais les familles locales, les foyers de groupe, déjà c'était gros, mais de te faire menotter, de te faire 2 heures de route dans un fourgon où il n'y a pas de fenêtre, de te faire amener au centre jeunesse de Québec, puis quand tu arrives là-bas, ils te déshabillent, c'est fouille à nu, puis il faut que tu tousses. Fait que tu vis ça, puis tu fais je suis pas un criminel, moi je suis juste en protection finalement. Puis là, tu vois le grand corridor, mais un corridor là, avec un plancher blanc, là, puis c'est long, là, puis tu vois que le corridor finit plus, puis là tu commences à voir les unités, puis là tu te rends compte que t'es un enfant du système, puis t'es dedans finalement. Mais j'ai préféré être dans ce système-là, puis vivre ces 2 ans-là. J'ai fait une thérapie qui s'appelait le Dôme à l'époque, au centre jeunesse de Beauport, à Québec. Okay. Puis c'était pratiquement militaire. Aujourd'hui, elle n'existe plus parce que c'était trop dur pour les jeunes. Okay. Mais j'ai fait vraiment un gros travail sur moi, même qu'à un certain moment donné, ben, j'étais capable de m'impliquer dans les plans d'intervention avec les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, des jeunes qui étaient avec moi dans la thérapie. Okay. Parce que les 11 autres étaient... Fait que tu avais déjà changé ton attitude moi, par rapport à toi. Ouais, j'avais déjà est-ce que tu as déjà pensé à t'enlever la vie? Oui, j'y ai pensé plusieurs fois, mais j'aime la vie, tu sais, puis je pense que j'ai toujours aimé la vie. C'est sûr que quand des fois, tu vois plus de porte de sortie, mais j'en ai trouvé d'autres, tu sais. J'ai trouvé la drogue, après ça, la musique. Après ça, ben, j'ai fugué, ouais. Puis après ça, ben, j'ai fini dans le système, mais j'ai toujours trouvé le positif là-dedans, parce que si j'avais été un enfant du système qui voulait pas s'en sortir ou qui était fermé à ça, j'aurais mal viré. J'aurais fait comme la plupart de mon époque, ben, j'aurais fait un petit tour hors Saint-Ville ou j'aurais eu un petit dossier criminel, mais non. Moi, je me suis dit, ça s'arrête là. C'est pas vrai que je vais aller là-bas. C'est pas vrai que je vais vivre le milieu carcéral. Déjà ici, je me sentais étouffé. Mais c'est là que j'ai débuté l'écriture, le rap, la musique. Ben oui, ça c'est important parce que à l'école, est-ce que tu as appris le français? Tu as lu beaucoup? Pour être très honnête, j'ai jamais lu de livre dans ma vie à part les 7 Harry Potter. OK. J'ai vraiment trippé là-dessus. Je les ai lus en centre jeunesse. Moi, les examens de lecture au secondaire, j'avais des chums de filles. Et eux, ils étaient assidus. Et eux, elles lisaient. Puis moi, ils t'ont motivé non, même pas aux pauses. Ils racontaient, ils disaient, ah ouais, t'es rendu là? Ben ouais. Puis là, il se passe ça. Ah ouais? Ah ben ouais, moi, je suis rendu un petit peu plus loin, là, mais c'était pas vrai. Je les faisais parler. Puis j'aimais pas lire, j'aimais pas l'école, mais pourtant, je réussissais. J'ai jamais ouvert un livre le soir pour faire des devoirs, sauf les devoirs qui comptaient en pourcentage pour la note globale. Okay. Je faisais jamais rien. J'ai jamais lu de livre à part les 7 Harry Potter en centre jeunesse à l'âge de 16 ans. Lire des BD, j'aimais pas ça. J'étais plus un gars de journaux. J'aimais ça, je voyais un journal, là, je lisais ce qui est surtout les front pages, puis quand j'allais me prendre un café, même jeune déjà, ou j'allais au DEP, ou peu importe, je prenais un petit journal, puis je feuilletais ça. Ça m'intéressait. Mais pas tant que ça, je lisais pas tant que ça. Fait que
Non, je me suis construit tout seul. Je me suis découvert une passion pour l'écriture, alors qu'à l'époque, dans les cours de français, ça me puait au nez. Ça ne disait rien, là. Non, c'est parce que malheureusement, l'école a toujours été pris dans un système, un moule de pensée, puis une façon de voir, puis on amène les jeunes dans un entonnoir. Puis si tu as des problèmes, ben, ils te font tourner dans l'entonnoir jusqu'à temps que tu finisses par faire le moule. Puis malheureusement, ben, ça laisse pas place à des libres penseurs ou à des gens qui vont sortir de la réalité pour créer ou pour imaginer, tu sais. Puis moi, je me sentais pris encore, je me sentais enfermé. J'avais besoin d'exprimer d'autres choses que ça. Puis veux pas aussi le fait que j'ai été, je suis un autochtone, mais le fait de l'avoir dit puis d'avoir été fier de ça, j'en ai vécu là, au hockey, là, du racisme, puis j'en ai vécu à l'école, là, je me faisais intimider, je me faisais traiter de cawiche, d'indien sale, vous payez pas d'impôts, alors que c'est pas vrai. Puis c'est ça, finalement, il a fallu que je me batte pour ma culture, pour mon peuple, les Wendat. Il a fallu que je me batte contre mes parents, contre un système, faire voir au système que finalement, j'avais pas si tort que ça. Puis ça prend beaucoup d'acharnement, de travail, puis d'énergie, puis de perspicacité, puis d'intelligence pour le faire, parce que j'aurais pu faire autre chose, puis prendre le chemin facile, puis commettre l'irréparable, finalement. Est-ce que des gens que tu as rencontrés, est-ce que tu as une personne en particulier que tu as rencontrée qui a changé ta vision? Des fois, c'est des rencontres comme ça qui font qu'un niveau de conscience se développe ou... J'ai toujours eu ce niveau de conscience-là, mais je ne cacherai pas que j'ai un artiste que j'aime beaucoup qui est belge. C'est un rappeur très conscient qui s'appelle Scylla. Il me l'a juste ouverte un peu plus finalement, puis, mais je le connaissais pas à l'époque. Quand j'ai commencé à écrire dans les centres jeunesse, c'était à la mode d'écrire du rap, puis je me suis rendu compte que je pouvais sortir le méchant, puis je pouvais dire les choses, puis amener ça avec des figures de style, des métaphores, puis avec un bon verbe, puis avec de la viande autour de l'os finalement. Puis j'ai découvert que c'était ma musique. Alors que moi, j'ai grandi avec la musique des années 60 à 90, mes parents écoutaient ça. J'ai connu tous ceux-là que vous avez connus jeunes, ben moi je les ai connus aussi parce que c'est comme ça que j'ai connu la musique. Fait qu'en réalité, j'ai quand même connu la vraie musique. Ça, c'est une bonne chose pour débuter dans la musique. Tout à fait. Mais aujourd'hui, j'en écoute très peu. J'ai mes artistes ciblés. Je m'inspire pas ou je m'inspire plus de la musique qui se fait maintenant. J'invente mes affaires, j'invente mon style. Puis c'est l'écriture qui m'a permis d'extérioriser tout ce que j'avais en dedans. C'est l'écriture qui m'a permis de faire... Mettre des mots sur les émotions. Ben, plus que ça, c'est de faire l'introspection nécessaire pour arriver à faire « Hey, moi, j'ai pas de fondation. » Tu sais, M. Beausoleil, comment je fais pour me construire? Ben, il faut que tu te montes une fondation, puis après ça, tes murs, puis après ça, la charpente. Fait que, tu sais, puis ça se fait avec le temps, mais ça prend énormément d'introspection, de travail sur soi, de vouloir devenir une meilleure personne. Puis à travers l'écriture, plus je creusais, plus j'en sortais, puis plus je me rappelais des traumas, ou plus je me souvenais du passé. Puis je me souviens que j'ai des souvenirs avant que mon frère vienne au monde. Ma mère, c'était heureux. C'était heureux. J'ai quelques moments dans mes souvenirs profonds là, où jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais quand même bien, c'était différent. Puis c'est ça que je veux dire un peu comme message, c'est que malheureusement, les maladies mentales non diagnostiquées ou les gens qui vont pas chercher de l'aide peuvent nuire au développement de leur enfant ou des gens autour d'eux, leur faire du mal. Puis malheureusement, ben il y en a beaucoup, puis c'est tabou encore. Là, de plus en plus, on en parle, mais encore là, c'est tabou. Devenir aujourd'hui, tu sais, pour moi, c'est révélateur qu'à quelque part que j'ai assez cheminé pour pouvoir l'exprimer. Oui, tout à fait. Puis ça fait un pont aussi entre ma jeunesse, comment j'ai fait, puis la carapace que je me suis bâti un peu, puis aussi ce que j'ai fait avec la musique pour me construire. Parce qu'à force d'introspection, on se rend compte que hey, tu dis ça, mais tu le fais pas encore. Là. Ah, mais pourquoi tu le dis? T'es comme les autres, toi, tu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et en réalité, je me rendais compte que, tu sais, j'écrivais des choses, puis je me parlais. Je m'écrivais des clés aussi que j'ai réussi à retrouver dans mon subconscient, puis à me rendre compte que, j'ai écrit ça pour ça. Puis encore aujourd'hui, j'écoute de mes vieilles chansons, puis je réalise, j'ai écrit ça pour ça, finalement. Puis même encore à 39 ans, je viens de les avoir, je réalise que les textes que j'écrivais quand j'avais 16, 18, 25 ans, wow, tu veux le cheminement que tu as fait, mon homme? Puis c'est une fierté énorme pour moi, puis je me l'accorde, puis j'ai pas besoin de la reconnaissance des gens autour, parce que
Je suis reconnaissant de moi-même d'avoir amélioré ma vie. Je suis reconnaissant que la vie aujourd'hui m'a amené un enfant qui a 8 ans. Ah oui, ça c'était important ça. Mais ouais. Est-ce que ta culture autochtone, justement, les croyances, est-ce que ça t'a aidé ça? C'est sûr et certain que, tu sais, faire brûler de la sauge pour moi, d'évacuer le mauvais sort, les mauvais esprits ou les mauvaises énergies finalement. Ouais, ouais. Ça me parle de trouver des moments zen dans ma journée. Il y en a que c'est aller marcher, courir, aller sur le bord de l'eau. Ben moi, j'aime gamer, j'aime jouer à l'Xbox ou tout simplement voir mon fils aller quand il joue à un jeu ou quand il va au soccer. Tu sais, c'est des petits moments comme ça de la vie qui font en sorte que je suis content de m'en être sorti parce que, tu sais, avoir un enfant, il y en a qui disent « Ouais, c'est quelque chose, hein? » Tu sais, 2, puis 3, puis 4, c'est quelque chose. Ouais, mais chaque enfant change une vie, puis moi... Quel âge avais-tu quand tu l'as eu? J'avais 30 ans. Je commençais une période charnière de ma vie. À 30 ans, on est en fleur de l'âge. Hein? C'est là qu'on est supposé être carriériste, puis tout ça. Puis... Et j'avais fait des études en environnement pour travailler dans le domaine, mais finalement, j'ai refusé d'aller travailler parce que mon fils est venu au monde. J'ai lâché la musique pendant 1 an parce que je voulais me donner vraiment à 100% à sa naissance, pendant la première année, d'être là, d'être présent. J'ai travaillé aussi, mais moins. Même que, tu sais, jusqu'à tout dernièrement, j'acceptais des emplois parfois sous-payés juste parce que ça rentrait dans son horaire, puis c'était parfait quand j'avais Mathéo. Puis l'autre semaine, quand j'avais pas Mathéo, ben je pouvais donner plus d'heures à mon patron, mais tout le monde l'a accepté parce qu'en réalité, j'avais pas envie de laisser mon enfant 10 heures au CPE ou 10 heures à l'école ou 12 heures. Je préférais être plus présent. C'est sûr que oui, 10 à l'école, mais je vais le porter pas trop tôt, puis je vais le chercher très tôt, vers 3h30. Fait que tu sais, ça y fait une belle vie, plutôt que de rester 12 heures puis être élevé par un système finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça que c'est ça. Ouais. Est-ce que... Quand est-ce que tu peux dire que tu t'en es sorti, en fait, de tout ça? Là? Vers quel âge, à peu près? Là? Ben, quand je suis revenu de ma fugue puis qu'ils m'ont placé en centre d'accueil, c'était un coup dur. Mais aujourd'hui, avec du recul, je suis capable d'accepter puis de vous dire que... Puis même quand je suis sorti à 18 ans, j'avais ce discours-là que j'ai aujourd'hui. Ça m'a sauvé la vie. C'était pas facile au début. J'ai été beaucoup réticent. J'ai été fermé. Puis ils te forcent à t'ouvrir devant des jeunes, des fois, qui en ont rien à foutre de toi. Puis tu sais, qui te manquent de respect parce que t'es autochtone. Il y a plein de choses comme ça qui ont fait que c'était difficile, mais à force de le faire, puis je me rendais compte que je me faisais du bien, puis plus j'allais mieux, plus les gens autour de moi, on dirait qu'ils prenaient exemple sur moi, puis tranquillement, pas vite, oui, j'avais 11 gars qui étaient contre moi dans ma thérapie, mais à un moment donné, c'est que les 11 gars, il y en a qui se sont revirés contre d'autres, puis qui ont pris mon côté, puis à un moment donné, ça a fini tout de mon bord, finalement. Parce que j'amenais une énergie, parce que je suis un gars droit dans la vie, je suis un gars qui est franc, qui est honnête, je passe pas par 4 chemins. On m'a invité à travailler sur des plans d'intervention pour les jeunes avec qui j'étais dans l'unité, tu sais, je veux dire, c'était pas mon travail de faire ça. Mais je pense que je pouvais apporter une éthique puis une vision différente, justement, des parents, du travailleur social qui est même pas dans le centre jeunesse, de l'éducateur spécialisé qui parfois il est pas là un jour, puis l'autre jour il est là, tu sais. Il y a les congés aussi, fait que c'est ça, je pense que j'ai été là pour... j'ai quand même redonné à ce moment-là déjà, puis ça m'a fait grandir, d'aider, puis de sentir que j'avais pas que j'avais une importance, mais que je jouais un rôle prépondérant sur peut-être le futur de des jeunes qui allaient sortir dans 1 an ou dans 2 ans. Tu sais, aujourd'hui, je le réalise. À cette époque-là, je le réalisais pas, mais... Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois au créateur? Il y a un créateur. Il y a un créateur, c'est sûr. Mais je suis pas un fervent de religion. D'ailleurs, je balaie du revers de la main parce qu'il y a trop de gens qui ont manipulé l'information puis qui nous ont menti pour avoir le contrôle puis diviser les gens pour mieux régner. Puis moi, je pense que la seule religion, c'est la vie. Il y a des hommes, mais c'est l'humain. Puis il n'y a pas de couleur, c'est l'humain encore. Moi, je le vois comme ça. Puis chaque humain a sa culture ou a sa manière de penser ou de voir les choses, puis d'évoluer avec ses perceptions, puis selon ce qu'il a vécu, puis comment il a fait pour s'en sortir. Parce que si je m'en étais pas sorti ou que j'avais vraiment été en dents de scie, on serait peut-être pas là aujourd'hui à se parler. Sûr, exact. Puis peut-être que j'aurais pas le même discours non plus. Tout à fait. Fait que ça prend une ouverture sur soi-même pour réaliser que ben tu te mens toi-même. Puis ben là, il faut que tu acceptes ça, puis tu as fait ci, puis tu as fait ça, mais aussi tu as vécu ça, puis c'est pour ça que tu as fait ça. C'est pas de le justifier, mais juste de le comprendre, de le cerner, puis de le verbaliser aussi avec la musique.
Ça m'a Tout à fait, parce que ça, en fait, tu es un rappeur, tu es rappeur professionnel, tu es musicien, tu produis, tu as produit quand même plusieurs... quand je suis rendu à 5 albums. Tu es rendu à 5 albums, tu continues tout le temps? Toujours, puis j'ai de l'aide, j'ai du soutien du Conseil des arts de l'aide du Québec. Je pense que j'ai un rôle à jouer dans l'industrie du rap au Québec, d'amener un message différent, plus d'espoir, plus pour les jeunes, sans parler de gangs de rue, de drogue ou de prostitution, de trucs du genre. Moi, je suis pas là-dedans du tout, tu sais. Où t'en es là actuellement? Où en es-tu là? J'en suis, je suis en attente de savoir si je vais avoir encore de l'aide du Conseil des arts de l'aide du Québec. Puis à ce moment-là, je vais faire une annonce prochainement sur les réseaux sociaux. Puis le prochain album s'annonce bien. Je vais inventer un nouveau style de musique. Puis, tout ce que je peux dire, c'est que ça va toucher le rap, le country, puis les percussions autochtones. OK. Puis ta vie à toi, est-ce que où t'es rendu, t'es content, t'es fier, je suis fier. T'es fort, tu te sens fort, tu sens... Puis tu sais, je le vois à travers mon fils, Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il a 8 ans, Mathéo, il a eu 8 ans cet été, puis je réalise là, que si j'avais mal viré, j'aurais peut-être pas eu un enfant qui change une vie pour le mieux, finalement. Puis je le vois à travers lui que j'ai cheminé, puis j'ai à être fier du petit gars qui est en train de devenir, parce que papa, il est fier d'être le père qu'il est aussi pour son fils. Puis c'est important de... T'as ta conjointe, toujours? Oui, je suis pas avec la mère, non. Okay. Écoute, y a-tu quelqu'un encore aujourd'hui qui est avec la mère? Je pense pas. Mais en tout cas, ils sont rares, vraiment, vraiment. Non, je me suis fiancé dernièrement. J'ai une conjointe, j'ai une partenaire de vie. Je suis très heureux. Elle est arrivée dans un beau moment dans ma vie. Puis pour les deux, en fait, c'est pour le mieux. Puis non, je suis un gars heureux. Quelle leçon ou quel conseil tu donnerais justement à des gens qui ont vécu, qui vivent ou qui vivront en fait des épreuves dures? Premièrement, de ne pas se mentir à soi-même. C'est la première étape, parce que si tu te mens ou tu te montes un bateau, tu chemineras jamais, puis tu vas rester dans cette roue-là qui tourne. La première chose à faire, c'est de ne pas se mentir à soi-même. La deuxième, c'est d'avoir beaucoup de résilience. Pas de baisser les bras, mais de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. D'être résilient, si je peux l'expliquer vite fait, c'est quelqu'un qui a une capacité à passer à travers des choses difficiles de la vie, puis de ne pas en faire non plus un tourment insurmontable ou un tourment qui va venir modifier sa perception de la vie ou de ce qui l'entoure, je pense. Puis après la résilience, vient la renaissance, où tu réalises, où tu reconnais, où tu vois la vérité. Après vient l'expérience de mettre les affaires que tu as appris à chaque jour de ta vie, puis de ce dur passage-là, de le mettre en pratique à chaque jour, fait en sorte que l'expérience que tu vis va t'amener vers un certain accomplissement personnel, spirituel, professionnel, de carrière, même familial, paternel. Puis moi, j'ai réussi, pas malheureusement, j'ai réussi heureusement malgré tout le malheur que j'ai vécu, à surmonter ça puis à être la personne forte que je suis. C'est pas toujours facile d'être fort. Non, fois, effectivement. Non, c'est fatigant. Mais cette force-là, je la transmets à mon fils, puis ça va vivre encore quand je vais être parti. Puis pour moi, c'est important que mon fils ait cette force-là puis cette capacité-là de... Puis comment tu l'appelles, cette force-là? Je l'appellerais l'amour de soi. OK. Parce que dans la vie, il faut que tu te regardes... toi-même, il faut que tu te regardes dans un miroir, il faut que tu acceptes tes qualités, tes forces, tes faiblesses, tes défauts. Puis il faut que tu les reconnaisses, puis après ça, vient le moment où il faut que tu t'aimes. Puis que tu avoues aussi que des fois tu as mal agi ou qu'à cause du parcours que tu as eu, tu as certaines réactions ou certaines façons de penser ou d'agir qui t'amènent à peut-être avoir un comportement qui est peut-être pas le meilleur à avoir, tu sais. Mais en réalité, c'est de pas se taper sa tête non plus, de regarder en avant, en sachant très bien d'où tu viens pour pas y retourner, puis être sûr de où tu t'en vas. Faut que tu regardes en avant, tu te checkes pas de temps en temps en arrière de l'épaule, non, parce que tu vas rater le chemin. Il faut que tu sois ouvert à ce que la vie t'amène aussi, les belles petites choses de la vie. Ouais, c'est une belle petite phrase, ça fait tellement quétaine, mais en réalité, chaque petite chose de la vie va faire en sorte que ça va forger ton bonheur, finalement. Ouais. Dan l'initié, merci infiniment, puis bel avenir. Tiens, à toi encore. Alors voilà, c'était l'émission Revenir de loin. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine.